Merci pour ces mots d'introduction. À présent, nous vous proposons une visite immersive de 45 minutes à la découverte de Paris Rive Gauche. Hélène, Emmanuel, Arthur seront vos guides pour vous guider dans cette déambulation. Installez-vous confortablement pour partir en exploration avec nous depuis vos sièges. Explorer quoi, me direz-vous? Eh bien, rien de moins que le champ des possibles. Paris est une ville foisonnante, créative, porteuse de dynamisme. À Paris Rive Gauche, dans le 13e arrondissement, cette énergie est particulièrement palpable. C'est dans son quartier d'innovation urbaine que des porteurs de projets inspirés vont proposer des solutions inédites pour rendre la ville plus durable et plus désirable. Dans ce vaste espace, les projets lauréats seront notre fil d'Ariane. Nous partons à leur rencontre en imaginant où ils se déploieront et comment ils amélioreront la vie locale. Ces projets n'étant pas encore déployés, nous avons proposé à plusieurs artistes de laisser parler leur imagination et de les illustrer. Alors, c'est parti pour cette déambulation artistique et immersive dans un Paris Rive Gauche rêvé, imaginé, mais surtout réalisable. Vu du ciel, le quartier d'innovation urbaine Paris Rive Gauche apparaît comme un long ruban qui longe la Seine. Il s'étend au nord jusqu'à la gare d'Austerlitz et au sud jusqu'au périphérique et à la frontière avec la ville d'Ivry-sur-Seine. À cette hauteur, plusieurs éléments se distinguent. Les grues, d'abord, qui rappellent que ce territoire ne cesse de se réinventer depuis plus de 30 ans et qu'il continue de le faire. Les rails, ensuite, qu'on aperçoit en pointillés. C'est en effet au-dessus de ce réseau ferré que le territoire a été construit sur une dalle. Puis, on aperçoit les tours de la bibliothèque François Mitterrand. Elles se dressent fièrement et attirent les étudiants, les chercheurs, les amateurs de culture et les visiteurs. À quelques encablures, on devine la gare d'Austerlitz, un véritable hub de mobilité qui permet au territoire d'être allié au reste de Paris, de la métropole et même de la France. Moins visible mais tout aussi important, plusieurs vestiges du passé ont trouvé une nouvelle vie. Comme nous le verrons, ce quartier a su valoriser son patrimoine industriel tout en s'ancrant dans la modernité. Je vous laisse découvrir quelques secondes ce territoire avant de partir sillonner ses rues. Commençons notre balade par un plongeon au cœur du périphérique. Mais que fait-on là? Au milieu de ce tumulte automobile, il n'y a ni calme, ni joie, ni beauté, bref, rien de bien inspirant. Eh bien, détrompez-vous et découvrez le projet porté par Plateau Urbain, celui du Radar, un tiers-lieu artistique et culturel qui va venir investir les terrains situés sous le périphérique et créer une véritable couture entre la ville de Paris et d'Ivry-sur-Seine. L'œuvre monumentale du périphérique s'offre à nous. Il faut s'extraire de ces bruits-là et il faut apercevoir peut-être une beauté. Un paysage en friche, des petites fleurs qui arrivent à pousser. Si nous continuons, nous voyons des enfants qui jouent du coup avec des street artistes locaux et qui sont en train de peindre des murs. Nous arrivons après à un espace de vie structurant avec une scène ouverte sous le périphérique. Du coup, nous avons avancé, nous sommes maintenant sous le périphérique. Une scène ouverte avec du coup un concert, avec du coup en même temps une association qui fait de la prévention. Un espace du coup où on peut se reposer, avoir une expérience contemplative. Et on espère également voir des œuvres d'art comme des pianos oubliés ou encore des œuvres sur les piliers. Comme on le voit, ce projet met en avant la culture. Il vise à enchanter ses dessous en apportant de nombreuses animations. Et enchanter les dessous du périphérique en favorisant la rencontre et en donnant plus de place à la culture, ça fait rêver, non?
En attendant que ce projet n'arrive, je vous propose de nous enfoncer dans Paris Rive Gauche et de remonter le fil de son histoire. D'ailleurs, il suffit de tourner la tête pour tomber sur des vestiges du passé. Sur notre droite, on aperçoit une cheminée à côté d'un bâtiment à la toiture rose. Il s'agit de l'usine Sudac, c'est-à-dire la société urbaine de distribution d'air comprimé. Quelques mètres plus loin, de délicieux fumées nous mettent l'eau à la bouche. Nous apercevons une échoppe qui propose des plats emportés dans des contenants en verre plutôt que dans des emballages jetables. De quoi s'agit-il ? Ce que propose le projet Usage, c'est une démarche zéro déchet grâce à un système de consignes. Écoutez l'un des concepteurs vous présenter ce projet. On peut imaginer que c'est Nathan qui va, comme d'habitude, en fait, dans son restaurant du coin, qui est la Cantine de France. Et puis aujourd'hui, il a décidé de manger un avarin d'agneau, un tiramisu et puis un jus de fruits. Mais il sait que depuis quelques jours, en fait, son restaurant est passé au réemploi, au zéro déchet, grâce à Usage. Et donc aujourd'hui, il va pouvoir récupérer, en l'occurrence, ses plats dans des contenants réemployables, en verre. Et grâce à l'application qu'il a téléchargée précédemment, eh bien, il rentre dans le réemploi. Et donc, il va avoir la possibilité de prendre ses plats, il va payer une consigne pour ses différents plats, et puis il va rentrer, grâce à l'application qu'il a sur son téléphone, l'identité, en l'occurrence, de chacun de ces contenants directement dans l'application. Notre Nathan, il va le ramener peut-être dans la journée ou peut-être 2 jours après, directement dans le magasin sur un meuble dédié et sécurisé. Et quand ces contenants vont arriver chez Usage pour être lavés, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir procéder au remboursement de Nathan. Prendre à emporter de délicieux plats tout en ayant une démarche éco-responsable, c'est donc possible. Après nous être revigorés, nous repérons ce drôle de box qui tient exactement sur une place de parking. En nous approchant, nous découvrons qu'il permet de garer des vélos classiques, des vélos électriques, mais surtout de louer un vélo cargo. L'occasion de le tester et de se faire enfin un avis. Il s'agit du projet Mobilipod par Nielsen Concept, des micro-hubs de mobilité. Une fois que vous êtes abonné, l'application Nielsen Concept va vous donner un code que vous allez pouvoir utiliser sur le digicode. Donc vous allez vous approcher, taper votre code, le local va s'ouvrir, vous aurez accès à votre emplacement vélo personnel nominatif et vous aurez en bout de station le vélo cargo en libre service que vous aurez réservé sur un créneau horaire auparavant et en approchant votre téléphone, le vélo cargo va se libérer et vous pouvez partir avec. Notre station prend exactement l'emplacement d'une place de voiture. Donc c'est assez symbolique. En fait, on remplace une place de parking voiture par un abri pour cet emplacement vélo et un vélo cargo. Puisque l'idée, c'est qu'au-delà du test, les gens puissent se convaincre ou pas de lâcher une voiture pour finalement investir dans un vélo cargo. Les cyclistes sont en effet nombreux dans ce quartier qui offre de généreuses pistes cyclables. Alors, oseront-ils tester le vélo cargo ? Rendez-vous dans quelques mois pour le savoir. Nous poursuivons notre balade, puisque à notre droite, les bâtiments gris, se trouvent les Grands Moulins. Aujourd'hui, les Grands Moulins sont devenus un centre universitaire d'envergure qui regroupe 30 000 étudiants, professeurs et chercheurs. À l'origine, on y produisait de la farine qui arrivait par péniche ou par wagon. À proximité se trouve le jardin des Grands Moulins, un véritable îlot de fraîcheur apprécié des connaisseurs du quartier, mais surtout un lieu de rencontre privilégié entre les étudiants et les habitants. Mais la rencontre se passe également dans l'immeuble. Encore faut-il pouvoir éviter les rendez-vous manqués. C'est la mission de C3A et de son projet Novaccess. Ce service permet de donner un accès sécurisé et personnalisé aux immeubles. Découvrons de quoi il s'agit plus précisément. On peut imaginer le fait que vous partez au travail
Vous avez envie de vous faire livrer quelque chose, mais vous n'êtes pas présent pour le réceptionner. La possibilité d'envoyer un code et que le livreur puisse accéder à votre bâtiment, un endroit sécurisé où à la fin de votre journée, vous pourrez récupérer, réceptionner votre colis. Ça peut être aussi le fait que vous savez que vous avez une personne de votre entourage qui vit chez elle. Elle a vécu toute sa vie chez elle, elle veut continuer à vivre chez elle, dans cet endroit où elle a plein de souvenirs, et elle veut avoir la possibilité qu'il y ait toujours une personne qui est en charge de ses soins, qui est en charge de venir lui apporter des nouvelles, qu'il y ait des personnes d'association qui puissent passer, discuter, interagir, et que ces personnes puissent avoir un accès simple aussi, qu'il n'y ait pas toute cette problématique au final. Est-ce que je vais avoir le bon code? Est-ce qu'elle sera présente à l'interphone? Est-ce que ça va être simple? Quand on a évoqué ce projet, on nous a parlé de personnes qui étaient sourdes, enfin malentendantes, qui n'entendent pas. Aujourd'hui, on est dans un monde sonore. Si vous ne pouvez pas accéder et entendre que l'interphone sonne, vous ne pouvez pas ouvrir. Là, un téléphone, on le met en mode vibreur. Donc du coup, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient. Une fois sortis de l'immeuble, enfonçons-nous un peu plus dans les cœurs d'îlots. Dans cette zone résidentielle, une jolie surprise nous attend, rue René Goscinny, dont les potelets, les lampadaires et les trottoirs ont été décorés par l'artiste Le Cyclope aux couleurs de nos personnages de bande dessinée préférés. Au coin, à la vue des tourelles des frigos, notre émerveillement se poursuit. Ce bâtiment, qui ne ressemble à aucun autre, orné de fresques et de street art, fournissait tout Paris en aliments frais. Aujourd'hui, cet espace est une véritable ruche qui accueille 120 artistes. Toute cette promenade nous a donné soif. Cela tombe bien, puisqu'une fontaine Wallace, icône du mobilier urbain parisien, se trouve à proximité. Et pour les amateurs d'eau pétillante, sachez qu'une fontaine Haut-de-Paris se trouve de l'autre côté de la rue, en libre service. Nous n'avions pas encore remarqué ces bornes disposées sur les trottoirs. Un habitant s'en approche, un sac gonflé d'épluchures. Mais pourquoi faire ? Les alchimistes sont là pour tout nous expliquer. L'idée à la base, c'était de permettre à tous les citoyens de valoriser leurs déchets alimentaires et surtout d'arrêter cette aberration de gâchis et de remplissage de poubelles avec les épluchures de poireaux. Il faut imaginer un cube, soit en métal, soit en bois, qui abrite un bac poubelle classique que vous voyez, que vous avez chez vous, avec des roulettes. Et sur le dessus de cette structure en bois ou en métal, il y a une trappe qu'on soulève et on peut mettre les déchets à l'intérieur. L'accès des bornes est limité, donc seules les personnes qui se sont inscrites peuvent y accéder. J'imagine une promenade végétale tout le long de la Seine, avec des citoyens super heureux et super joyeux de trier leurs déchets et qui, tous les jours, jardinent aux alentours de chez eux. Un peu plus loin, nous repérons la bibliothèque François Mitterrand, avec sur son parvis des personnes qui dansent, seules ou en groupe, et dont les chorégraphies se reflètent dans les façades vitrées du bâtiment. Quelle ambiance! Au moment de traverser, un vélo tirant une remorque passe devant nous dans un grand vent de fraîcheur. Munis de nos casquettes d'explorateurs urbains, nous désirons en savoir plus. Aujourd'hui, en fait, il existe pour le transport frigorifique sous température dirigée uniquement des solutions en camions utilitaires. Donc notre objectif, c'est de pouvoir réduire cette circulation de camions utilitaires réfrigérés et qu'ils soient remplacés par des vélos et donc ces remorques qui sont modulables et qui permettent de transporter de la marchandise multitempérature. La remorque se veut assez pratique à manœuvrer. Elle se gare facilement, elle roule sur les pistes cyclables, donc elle peut s'intégrer totalement au paysage urbain et à la voirie qui est actuellement en place. Curieux de découvrir le 13e historique, nous descendons maintenant quelques marches, arrivons rue du Chevaleret et tombons sur la halle Fraissinet. Là encore, un beau vestige du passé ferroviaire du quartier. Aujourd'hui, ce bâtiment a été transformé en incubateur de start-up, la station F. Oh non, et voilà qu'il pleut encore.
Mais dans cette grisaille parisienne, le projet Libérons le sol, un pavé à la fois, porté par Aquacop, est un véritable rayon de soleil. Découvrez comment ce collectif lance des chantiers participatifs pour débitumer la ville. En fait, l'idée du projet, c'est de réinfiltrer l'eau de pluie au plus près de là où elle tombe. C'est un moyen de fédérer les habitants, de les réunir autour d'un projet, de faire en sorte que l'habitant ne soit plus simplement consommateur, on va dire, de l'espace public, mais plutôt un partenaire de la ville. Donc c'est des petits espaces qui, à chaque coin de rue, permettent à l'eau de se réinfiltrer et de recréer le cycle naturel de l'eau. Ce sera une ville avec moins de béton, donc d'une part plus fraîche en été, puisque le revêtement, le macadam absorbe la chaleur et la restitue du coup la nuit. Et ce sera une ville certainement plus végétale, où la terre réapparaît en fait. Cette eau de pluie récupérée pourrait presque servir à arroser les cultures de la ferme Permacole, qui s'est récemment installée sur les toits de l'école du Noix. En ce moment, les fourmis qui jardinent tentent de répondre par l'expérimentation à cette question. L'agriculture urbaine est-elle viable économiquement ? Comment proposer des ateliers pédagogiques à tous les enfants de l'école pour une démarche la plus inclusive possible, mais aussi des ateliers aux salariés des entreprises du quartier ? C'est ce que tente de proposer ce collectif passionné et gourmand. Voici la réponse. Alors là, on est à la ferme du Noix, sur la terrasse du 4e étage de l'école élémentaire. Vous pouvez voir nos cultures maraîchères. On essaie de diversifier un maximum pour avoir le maximum de biodiversité. Vous entendez au loin ? Et oui, c'est la cour de l'école tout en bas. On peut les apercevoir à travers le garde-corps. Allez, on descend de 2 étages et on arrive sur la terrasse intermédiaire. Alors là, vous voyez, il y a différentes petites zones. C'est parce qu'on fait des ateliers avec les différentes classes de l'école. Les enfants adorent venir au club jardin. Et on descend encore d'un étage et on arrive sur la terrasse. Et là, vous voyez un grand verger gourmand parce que on y fait pousser plein de fruitiers. Et nous pouvons ressortir de notre lieu par cette grille et nous arrivons sur la dalle. C'est notre accès extérieur pour pouvoir accueillir des groupes. La tête dans les nuages, notre regard est soudainement rappelé au sol à la vue de ces drôles de créatures végétales. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu un îlot de verdure si touffu en pleine ville. Ces havres de paix végétaux ont été imaginés par Vertuo Oasis. Reliés aux gouttières, ils permettent de collecter l'eau de pluie, de la stocker et d'hydrater les plantes. Alors visuellement, Oasis, ça ressemble vraiment à du mobilier urbain. Donc l'idée, en fait, on s'est inspiré aussi des Lego, des Lego mais à l'échelle de la ville. Donc ce sont des modules de tailles différentes, donc des modules hors sol qu'on va poser, qui donc du coup vont pouvoir se retirer et qui ont à la fois une partie donc stockage d'eau qui est complètement invisible de l'usager lambda et avec surtout une végétation qui soit la plus luxuriante possible. En fait, on a travaillé énormément sur les plantes. En fait, on s'inspire beaucoup des sous-bois, donc des plantes qui sont naturellement présentes quand on va se promener dans une forêt dans la même région, sauf qu'on les réintroduit en ville. Ce sont des plantes qui sont à l'aise, puisque du coup déjà acclimatées. Et l'idée, c'est avec ces îlots, de créer vraiment des oasis de fraîcheur aussi derrière, puisque du coup, on maintient de l'eau tout le temps dans les modules. Ils ont une autonomie de plus de 30 jours, ce qui fait qu'on crée vraiment un rafraîchissement et les plantes se développent de manière beaucoup plus importante que sur un bac classique.
toujours en l'air, on se dit que sillonner les rues de Paris, c'est bien agréable. Maintenant, imaginez que l'on puisse arpenter ses toits, partir explorer une canopée urbaine ou encore jardiner avec vue panoramique sur la plus belle ville du monde. Mais l'exploitation de ces espaces en hauteur est souvent inaccessible à cause des toits en pente. Qu'à cela ne tienne, Roofscape propose des altanes, des superstructures en bois pour aménager les toits. À Roofscape, on s'intéresse surtout aux toitures en pente, donc à l'architecture d'avant-guerre, parce qu'elle représente la majorité du bâti parisien dans le centre. S'il fallait s'imaginer là-haut, il faut être donc perché sur les toits de Paris, avec ce paysage de cheminées et de zinc qui s'étend à perte de vue. À nos côtés, il y a de la végétation abondante, à nos pieds des parterres verts qui créent des ancres de biodiversité. On y pose une chaise pour contempler, un tabouret pour jardiner. Le tout posé sur une plateforme légère en bois qui n'altère pas le bâtiment sur lequel elle se pose. Mais revenons sur Terre. Entre Gare d'Austerlitz et Gare de Lyon se trouve le carrefour Vincent-Auriol, un lieu où se croisent en continu cyclistes, piétons, bus, voitures, trottinettes. Si vous observez attentivement, les lampadaires, eux aussi, ont changé. Grâce à plusieurs capteurs, ils permettent de mieux analyser les flux de déplacement et d'améliorer la mobilité en transmettant des informations à la ville de Paris ou à vous directement sur votre téléphone. Ce dialogue urbain entre l'environnement et votre portable est conduit par ATC France. Il s'agit de la phase 2 du projet Paris to Connect. Aujourd'hui, si vous allez quai de la Gare et puis vous faites ce parcours de 3,5 km, vous allez voir 9 lampadaires sur lesquels vous allez voir tout un certain nombre d'équipements, de capteurs. C'est une infrastructure qui a pour objectif de dialoguer avec vous, alors pas vous personnellement, mais avec votre portable, avec votre voiture, avec une navette autonome, avec un droïde de livraison. Vous arrivez en voiture, demain, le feu va vous envoyer une information en disant « Arrêtez votre moteur, vous allez gâcher de l'essence ». Parce qu'il sait que dans 20 secondes, le feu passera au vert. Peut-être pendant 15 secondes, vous pouvez arrêter votre moteur. Et donc c'est comment on utilise toute cette force d'information pour finalement, ce qu'on va dire, optimiser l'environnement et optimiser le fonctionnement d'un certain nombre d'objets à votre service, au service du citoyen dans l'environnement. En parlant de mobilité, on cherche toujours des solutions pour simplifier, centraliser et surtout fluidifier l'utilisation des vélos et des trottinettes. Par exemple, pour pouvoir les garer à des emplacements attitrés sans que celles-ci n'encombrent le trottoir. Duct, une station universelle de recharge pour trottinettes et vélos 3 en 1, espère répondre à cette problématique. Leur concepteur vous embarque dans une petite mise en situation. Le citoyen qui sortira de chez lui le matin pourra trouver sa station avec sa trottinette ou son vélo prêt à déloquer, tout chargé, se rendre à son travail ou se rendre à n'importe quel endroit et pourra vraiment reprendre le contrôle sur une mobilité à la fois accessible à tous et écologique. On voit dans des pays comme l'Allemagne où les modèles en station sont un peu plus développés qu'une fois que les modèles en station sont existants, en fait, comme on a l'assurance d'avoir une trottinette qui soit chargée à un lieu donné, qu'on a un système de restitution en 1 seconde, et ben les gens qui ne sont pas des publics habitués normalement à ce genre d'utilisation, ils viennent,
Donc des gens entre 45 et 65 ans et pourquoi pas au-delà qui pourraient utiliser ces stations et vraiment s'inscrire dans cette envie que nous avons de développer le transport public et la micromobilité de pair pour sortir du tout voiture. Ça y est, votre trottinette est rechargée? Alors, descendons cheveux au vent, l'avenue Pierre-Mendès-France. Ici, les façades des bureaux impressionnent par leur modernité, à l'image du nouveau siège du journal Le Monde. En contrebas, nous arrivons gare d'Austerlitz. Là, une personne malvoyante, portable à la main, qui semble chercher le métro. Il utilise l'application EasyMob, un assistant personnel destiné à guider les personnes mal ou non-voyantes dans les transports en commun, pas à pas. La mobilité, c'est l'accès à la vie sociale, c'est l'accès au travail, à l'emploi. Et on remarque que les personnes handicapées visuelles, dans notre cas, sont parfois un peu laissées à l'écart. L'application EasyMob va en fait servir d'accompagnant et va donc suivre l'utilisateur tout au long du trajet. Et lorsque il y a une situation bloquante, trouver une porte, trouver un siège, trouver même un tourniquet pour badger, il va lui donner des outils technologiques qui vont lui permettre de résoudre ces problèmes. L'objectif, c'est de développer EasyMob sur tout type de transport. Donc on va avoir les gros transports comme le métro, le RER, les trains, mais on va aussi avoir EasyMob qui va venir s'intégrer sur les bus et les trams. Vous nous suivez toujours? Notre balade touche bientôt à sa fin. Dernier carrefour. Mais attention, entre les voitures, les bus, les cyclistes, les piétons et même les ambulances qui vont à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, difficile de circuler. Et si on pouvait réorganiser et surtout apaiser tout cela? C'est ce que propose For Safe Mobilities, un projet de carrefour intelligent qui permet de prioriser les flux. For Safe Mobilities, on est 3 partenaires, Wintix, Lacroix, Mercura, et on va détourner les technologies du véhicule autonome pour en fait les brancher sur des feux de signalisation, des passages piétons, avec l'objectif en fait de sécuriser l'ensemble des passages qui se font au carrefour à feu. Donc ça va être les piétons, les vélos, le transport en commun et bien sûr on va intégrer la voiture dans le scénario, mais l'idée c'est vraiment d'apaiser complètement la mobilité en mettant en place des systèmes de régulation qui vont permettre de sécuriser le franchissement de ces différentes mobilités. Et l'objectif, c'est derrière d'apaiser complètement le carrefour avec globalement que les gens adhèrent beaucoup plus au transport doux. Pour terminer cette balade, prenons le chemin du jardin des plantes. Saviez-vous qu'ici pousse un ginkgo, un arbre dont l'espèce nourrissait déjà les dinosaures il y a 125 millions d'années? Comprendre la nature et ses relations avec l'espèce humaine, riche de son actualité et de son histoire, c'est la mission du Muséum national d'histoire naturelle. Et c'est justement auprès d'eux que Birds for Change expérimente un projet de sensibilisation étonnant. Imaginez que les oiseaux nous incitent à mieux trier et jeter nos déchets et à changer nos pratiques. Birds for Change, c'est la première solution de collaboration interespèces. Grâce à un capteur de présence, l'oiseau va comprendre que la machine elle fonctionne, qu'elle est vivante, et donc l'oiseau peut interagir avec cette machine. Sur le panneau explicatif, il y aura un QR code relié à un site internet avec des informations, des questionnaires de sensibilisation. On aura une poubelle pour que les humains déposent leurs déchets, tout comme les oiseaux, et puissent avoir une récompense, c'est-à-dire un merci pour la nature. Le but du projet, c'est vraiment de sensibiliser les gens et que tout le monde puisse se dire si les oiseaux sont capables de ramasser les déchets, pourquoi pas nous? On est très content de pouvoir baser un projet là-dessus en collaboration avec ces oiseaux qui sont extrêmement intelligents et on a encore plein de choses à apprendre de quoi.
Et voici, aujourd'hui et maintenant, s'achève notre balade, mais nous espérons pouvoir vous emmener bientôt sur site à la découverte de ces différents projets qui amélioreront la vie locale. Nous espérons surtout que les riverains se les approprieront, qu'ils les testeront et qu'ils feront part de leur retour pour améliorer ces solutions, car oui, l'innovation se fait à plusieurs. L'Urban Lab remercie très chaleureusement le Level 256 de Paris Co qui nous accueille aujourd'hui, Chute qui nous a aidés à imaginer et à réaliser cette balade immersive, et bien sûr tous les partenaires de cette édition. Comme je l'ai dit, sans eux rien ne serait possible et ils méritent d'être cités. Donc parmi nos partenaires, nous avons la Ville de Paris, ATC France, l'ADEME, la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts Habitat, Citeo, Haute-Paris, Enedis et VESA, le groupe RATP, ICAD, Keolis, Paris Habitat, la CEMAPA, Suez et Sictom. Donc on a 15 partenaires qui nous soutiennent au jour le jour pour que tout cela soit possible. Nous les saluons encore une fois pour leur engagement au service d'une ville durable, d'une ville désirable, intelligente, inclusive et responsable. Nous aurons d'ailleurs le plaisir de débattre avec 3 d'entre eux lors de notre table ronde qui sera dans 5 minutes, le temps pour vous de prendre un petit verre d'eau. Merci beaucoup.